20 Something, donc extrait du dernier album en date de la collaboration entre Yesu et Sun Kill Moon, donc entre Justin Broderick et Mark Kozelek. Voilà, très très beau morceau, extrêmement typique, on va dire, de la veine développée par les deux artistes sur ces deux albums collaboratifs. Il y en avait eu un l'année dernière, il y en a un qui est sorti l'été dernier. Voilà donc pour Yesu, Sun Kill Moon. On va faire une petite chronique littéraire assez brève, j'en ai peur, pour conclure l'émission. Alors là aussi, c'est la suite de quelque chose dont on a déjà parlé. J'en ai parlé il y a pas très très longtemps. On a en toute fin de saison dernière, je crois. On avait parlé d'un auteur français qui s'appelle Alex Gester, et j'avais expliqué que Alex Gester s'était lancé dans un grand cycle qui s'appelle Les Contes du Soleil Noir, dont le premier volet était sorti donc au mois de mars dernier, non au mois de janvier dernier, je crois, je ne sais plus exactement, en tout début d'année dernière, de cette année, en tout cas, ça c'est certain. Et en fait, voilà, Alex Gester, lors des entretiens, a dit bon voilà, avec ma maison d'édition, Le Diable Vauvert, on va sortir 5 romans affiliés au grand cycle des Contes du Soleil Noir cette année. Donc je vous avais parlé de Crash, le premier de ces romans-là. Mais ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que le projet un peu fou et extrêmement ambitieux de Alex Gester sur ce coup-là, avec les Contes du Soleil Noir, c'est de sortir 15 romans, donc c'est quelque chose qui va lui prendre 3 ou 4 ans, a priori, s'il continue sur le rythme de cette année. Mais bon, pour ça, j'imagine qu'il faut que le succès commercial soit un minimum au rendez-vous. Et voilà, les 15 romans constitueraient une sorte, non pas de globalité du cycle, mais une sorte de saison 1, de ces Contes du Soleil Noir. Et la saison 2, ce serait 15 autres romans, donc 30 romans en tout pour l'intégralité du cycle. Mais alors, autant Alex Gester, il a tout en tête pour les 15 premiers romans, il sait exactement ce qu'il va faire, etc. Autant il a une idée, bien entendu, de ce qu'il aimerait faire pour les 15 suivants, mais il y est pas encore, de son propre aveu. Bon, alors je le précise, on peut se dire waouh, mais c'est pire que du Balzac, que l'intégralité de la bibliographie de Balzac, ce truc. C'est des romans très courts, je le précise. C'est presque des longues nouvelles, en quelque sorte, à chaque fois. Quelque chose qui fait 110 ou 120 pages, ça se lit d'une traite ou quasiment. Alors la caractéristique, c'est que chacun de ces courts romans sont illustrés d'une certaine manière par des dessins qui sont signés par un collaborateur régulier de Alex Gester qui s'appelle Pablo Melchor, voilà, et qui constitue en fait une espèce de liant en fait entre toutes les histoires qui sont sorties donc du cerveau enfiévré d'Alex Gester. Alors Alex Gester, c'est donc un auteur français, c'est un pseudo Gester, bien sûr. Gester, ça s'écrit J-E-S-T-A-I-R-E. C'est une sorte de francisation, si j'ose dire, du mot jester, J-E-S-T-E-R en anglais, qui veut dire bouffon ou pitre. Voilà. Donc Gester, c'est son pseudo, et voilà, ça vient de Jester, le terme anglo-saxon. Alex Gester, il est né en 1971, et son principal travail, je l'avais peut-être évoqué d'ailleurs, c'est celui de traducteur, et même on pourrait dire d'adaptateur. Il travaille sur des mangas, des BD, des séries télévisées, des films, et en fait il les traduit, donc il en réalise les adaptations françaises. Alors quand je parle de films, Alex Gester, parce que son goût le porte vers ça, il s'est spécialisé un peu dans les séries Z, les séries B, mais surtout Z, les plus obscures. Il adore ça. Il avait accordé une interview extrêmement intéressante au site Nanarland, un site éminemment sympathique qui précisément se penche sur la culture un peu nanar, on va dire, mais pas comme on le voit un peu fleurir partout sur le net, pour se gausser à peu de frais de toute cette veine cinématographique un peu bis, un peu Z. C'est fait avec beaucoup d'amour pour le genre en fait, Nanarland, malgré ce que le nom peut laisser penser. Et en fait, assez naturellement, Nanarland s'est entretenu avec Alex Gester, puisqu'en matière de nanar, voilà, Alex Gester, il est en plein dedans, c'est lui qui se charge de l'adaptation de certains, il a une culture, bien entendu, encyclopédique en la matière. Mais Alex Gester, c'est aussi une plume, et une sacrée plume, si vous voulez mon avis. Il l'a prouvé avec un premier roman extrêmement impressionnant, qui est paru il y a 10 ans maintenant, en 2007, qui s'appelait Tourville, qui est un gros pavé de 777 pages,
ça c'est Gester qui le précise lui-même, hein. 777 pages, c'est la version imprimée chez son éditeur historique, on va dire, au Diable Vauvert, le Diable Vauvert. Mais à la base, il avait écrit un manuscrit de 666 pages, volontairement bien sûr, qu'il avait remis à son éditeur. Tourville, c'est un roman complètement fou, gigantesque, monstrueux, hilarant, truffé de dizaines d'idées à chaque page, mais extrêmement difficile à lire, hein, faut être quand même clair, et un peu indigeste, quoi. Il faut des mois pour lire Tourville. Mais un jour je vous en parlerai parce que j'avais vraiment été très très impressionné par la lecture de ce roman-là. Et puis bon, il a fait 2-3 bricoles à droite à gauche, mais pas grand-chose de plus que ce très impressionnant premier roman, jusqu'à commencer donc ce fameux cycle des Contes du Soleil Noir. Voilà, 5 romans pour cette année. Alors le 5e vient de sortir là, il y a quelques semaines à peine, hein. Alors le premier tome, c'est Crash. Le deuxième, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Il s'appelle Arbre. Le troisième s'appelle Invisible. Il est sorti, je crois, l'été dernier. Ensuite, on a un roman qui s'appelle Audit. Et le dernier, celui qui vient de sortir il y a très très peu de temps, s'appelle Esclave. Et à chaque fois, c'est une histoire différente qu'Alex Gester nous raconte, mais avec des points communs. C'est pour ça que ça s'inscrit dans une espèce de grand cycle global, celui des Contes du Soleil Noir. Déjà, l'expression Soleil Noir, c'est quelque chose qui était apparu au détour de certaines des pages de Tourville. Donc c'est un concept qui lui trotte dans la tête depuis longtemps à Alex Gester. Et puis bon voilà, le Soleil Noir en fait, on sait pas trop ce que c'est au début, on le comprend en fait au fur et à mesure de l'avancée des romans qui constituent ce cycle, hein, bien entendu. En gros, ça a trait avec l'apocalypse, la fin des temps, qui est une thématique qui obsède littéralement Alex Gester, mais c'est pas tellement l'apocalypse en elle-même qui intéresse Gester. C'est la façon précisément dont lui et nous, c'est-à-dire toute la société, sommes obsédés par l'idée de la fin des temps. Et évidemment, depuis une douzaine ou une quinzaine d'années, depuis qu'on nous annonce des catastrophes climatiques qui ne manqueront d'ailleurs pas de se produire, des catastrophes économiques, etc., des catastrophes, j'en sais rien, moi, migratoires, tout ce qu'on voudra, en fait, Alex Gester se rend compte qu'on est littéralement empoisonné, intoxiqué par l'idée de fin de la civilisation, de l'idée de la fin des temps, l'idée de l'apocalypse. C'est autour de ça que tourne le cycle des Contes du Soleil Noir, et de la façon dont Alex Gester le présente, en fait, on a une espèce de fin du monde qu'il a programmée, qui arrive en 2027 si je ne m'abuse, quelque chose comme ça. Et les Contes du Soleil Noir, ce sont les histoires qui nous amènent vers la fin du monde, en quelque sorte. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le présenter. Alors le premier volume, qui était sorti donc au mois de janvier 2017, qui s'appelait Crash, était très réussi. Je pense que j'avais été assez chaleureux quand j'avais évoqué ce livre-là, parce que j'en garde un excellent souvenir. En fait, bon, deux constatations quand même sur le style, une constatation sur le style d'Alex Gester. Deux remarques, sur son style. Le premier, c'est, à proprement parler, sa narration qui s'est incroyablement épurée dans le bon sens du terme, hein. On n'a plus l'espèce de conglomérat de phrases qui formait l'étourdissant Tourville. On a quelque chose de beaucoup plus dirigé, de beaucoup plus épuré, de beaucoup plus maîtrisé, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Mais en même temps, ce qu'on constatait aussi, et ça fait partie du style Alex Gester, hein, on constatait également un côté très nébuleux dans les enjeux du roman. On comprend ce qui se passe dans le roman, on voit pas très bien le lien avec la thématique globale des Contes du Soleil Noir. On voit un peu la thématique apocalyptique dans ce premier roman, mais en gros c'est un roman qui reste très mystérieux. C'est pour ça que j'étais en quelque sorte intrigué de lire le deuxième roman qui s'appelle Arbre, c'est celui dont on parle aujourd'hui, parce que je me demandais si ça allait persister dans cette voie, en fait, de rester extrêmement sibyllin en quelque sorte quant à la grande trame globale. Eh ben en fait c'est pas ce qui se passe. Alex Gester éclaire pas mal de choses. Alors le roman est toujours assez complexe, hein. Il est extrêmement bien écrit, je le précise, je l'avais déjà dit pour Crash, mais je me répète pour Arbre, et il est extrêmement bien structuré, c'est-à-dire que le roman est structuré de manière très étonnante. En gros, Alex Gester déjà nous explique que ces deux premiers romans, Crash et Arbre, on verra ensuite ce qu'il en est pour la suite, hein, mais ces deux romans ont été conçus comme les deux faces d'une même pièce, d'une certaine manière. Crash était aussi, on va dire, déprimant, noir,
et mystérieux que Arbre est frontal, lumineux et un peu brutal aussi, il faut bien le dire, dans son écriture. Donc voilà, il y a cette dichotomie qui s'observe entre ces deux premiers romans du grand cycle des Contes du Soleil Noir. Et puis, ce qu'on constate aussi à la lecture de Arbre, c'est que ce deuxième roman en lui-même est un peu bicéphale aussi. Il a ces deux facettes également. On a deux histoires en fait qu'on suit en parallèle et de manière très astucieuse, presque un peu narquoise. Alex Gester nous mène en bateau avec la façon dont ces deux histoires sont liées. C'est très très intéressant. En gros, les deux histoires, c'est d'abord celle d'une province reculée en Inde qui s'appelle le Gurajat, je crois, je veux pas, ou Gujarat, je sais plus, Gujarat, pardon. C'est une province en Inde où on suit en fait les tribulations d'un petit nombre de personnages. Il y a une espèce de prêtre hindou, une espèce de ferme expérimentale où les vaches sont, semble-t-il, accablées d'une espèce de maladie bizarre puisqu'elles ne donnent que du lait noir. Bon, ça fait un peu flipper comme ça. Et puis il y a une espèce de moine hindou qui mène une espèce de pèlerinage vers dans une espèce de désert à la rencontre d'un arbre, d'où le titre du roman. On va voir que tout ça est lié évidemment. Et puis parallèlement à ça, on a une autre histoire qui est un peu le cœur du roman, qui semble totalement déconnectée de tout ça. Qui raconte l'histoire d'une jeune femme précisément originaire de l'Inde, qui s'appelle Janan Patel, et en fait qui est une espèce de journaliste à scandale, et dont on va suivre les tribulations. Et en fait, ce qui va arriver à cette journaliste à scandale, c'est que elle gravite un petit peu dans les sphères de la jet set londonienne. Elle est basée à Londres. Elle va dans les fêtes, elle va dans les partie fine, elle va aux avant-premières de films, etc. Un peu partout là où la jet set se trouve. Et en fait, il se trouve que cette jeune femme est douée d'une caractéristique particulière. Elle est capable d'être obéie à partir du moment où elle dit quelque chose. C'est un peu comme dans la série Preacher de Garth Ennis, adaptée au cinéma... adaptée à la télévision, je veux dire récemment. Si vous connaissez Preacher... Vous savez que le personnage principal, Jesse Custer, qui est une espèce de prêtre défroqué, est doué du pouvoir de manier la voix de Dieu en personne, d'où le titre Preacher, celui qui parle. Alors lui, il prêche carrément avec la voix de Dieu. Et la caractéristique de Jesse Custer, le personnage principal de Preacher, c'est que quand il dit quelque chose, il est obéi parce que c'est Dieu en personne qui parle. Bon, le personnage principal, Janan, cette journaliste londonienne d'Arbre, ce deuxième roman du cycle des Contes du Soleil Noir, elle est un peu douée de la même faculté. Et c'est là qu'on comprend ce que Alex Gester entend par Soleil Noir. En fait, le personnage, c'est le narrateur lui-même qui le dit, a le soleil noir dans la bouche. C'est-à-dire que quand elle parle, elle a il y a une espèce d'émanation bizarre entre la fumée et une espèce d'émanation un peu tentaculaire comme ça qui lui sort de la bouche et qui en fait est la manifestation du fait qu'elle a en elle le soleil noir. Et c'est une espèce de pouvoir de persuasion absolu. C'est le contrôle absolu, le soleil noir en quelque sorte. Sauf que le personnage en question, Janan, va commettre une erreur de débutante, c'est qu'elle ne comprend pas ou elle ne conçoit pas qu'elle est peut-être pas la seule à posséder cette capacité-là. Et évidemment, elle va tomber sur des individus mystérieux qui vont lui tendre un piège. Je n'en dis pas plus parce qu'après ce serait déflorer un peu le suspense du livre. Mais en gros, voilà, on va se rendre compte que plusieurs personnages peuvent être dotés en quelque sorte de ce soleil noir, avoir le soleil noir dans la bouche et ainsi être obéis à partir du moment où ils disent quelque chose. Alors c'est une avancée entre guillemets, si j'ose dire, par rapport au premier roman, Crash, qui restait tout à fait nébuleux sur la thématique du soleil noir. On comprenait bien la thématique de la fin du monde, de l'apocalypse, mais on savait pas ce qu'était le soleil noir exactement. C'est beaucoup plus précis dans le cadre de ce deuxième roman, et puis le roman est beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Il se détache également
d'un certain côté de la thématique phare, on va dire, de Crash, qui était évidemment à ne pas confondre avec le roman du même nom de Ballard, hein, rien à voir. En fait, dans Crash, Alex Gester dégageait un sous-texte social, sociologique, presque on pourrait dire économique, économico-social, extrêmement fort à travers les tribulations du personnage principal qui était une espèce de mère célibataire à qui il arrivait une aventure particulière, celle de se retrouver complètement dissoute en quelque sorte dans le flux des informations comme ça, et elle se retrouvait projetée à la faveur, au gré du hasard, sur des lieux de catastrophe X ou Y, etc. C'était un peu ça l'histoire de Crash. Mais il y avait un sous-texte sociologique extrêmement fort, extrêmement marqué. C'est moins présent dans Arbre, et pour autant j'ai préféré ce deuxième volet, notamment à cause de son côté frontal, très brutal, très caractéristique de la veine de Alex Gester. Il y a un excellent twist scénaristique aussi, que j'ai pas vu venir du tout, et c'est la façon dont Alex Gester nous montre comment les deux histoires parallèles, qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux, si ce n'est qu'on a des personnages d'origine indienne dans les deux cas, hein, mais évidemment ça s'explique par le twist, hein, j'avais pas du tout vu venir, ce twist, mais il est extrêmement intéressant dans la façon d'expliquer comment les deux histoires qui semblent n'avoir aucun lien sont en fait reliées. Et puis il y a une espèce de veine, je dirais presque à la Grant Morrison, on y pense beaucoup vers la fin du roman, hein. On voit qu'il y a toute une espèce de bestiaire de personnages qui se met en place, que Alex Gester, je n'en dis pas beaucoup plus, appelle les archontes. Les archontes, on en a parlé il y a pas très longtemps avec Pacom Thieleman au sujet de son dernier livre sur les gnostiques, puisque les archontes, ce sont un peu ce sont les créatures les plus élevées dans la hiérarchie des démons, dans la pensée gnostique, hein. Évidemment Alex Gester qui recourt à cette dénomination, les archontes, évidemment ça renvoie à tout ça. On pense beaucoup à Grant Morrison, période Les Invisibles, en lisant la fin de Arbre. Je pense que c'est quelque chose. Je sais qu'il est très fan, Alex Gester, du travail d'Alan Moore. Je pense qu'il connaît aussi celui de Grant Morrison. Voilà, je me demande s'il y a pensé. Mais en tout cas, moi, en tant que lecteur des deux, j'y ai fortement pensé. Et puis voilà, je trouve qu'Alex Gester a vraiment une plume très puissante, hein. Je voulais d'ailleurs, et j'achèverai ma chronique là, vous lire le tout début du roman, hein. C'est pas très long, hein, je vous rassure, hein. Juste pour vous montrer que Alex Gester a vraiment une plume extrêmement intéressante. C'est presque de la poésie en prose, hein, par moment. C'est le cas de l'ouverture du roman. Alors déjà, moi, un truc pour lequel, d'emblée, il m'a cueilli avec l'exergue, hein, d'emblée. Il y a une citation en exergue, donc, hein. C'est une citation d'un poème de William Blake qui s'appelle The Tiger, hein. Tigre, tout feu, tout flamme, dans les forêts de la nuit, quelle main ou quel œil immortel osa façonner ta prodigieuse symétrie. C'est un des plus beaux et des plus profonds des poèmes de William Blake qui est ici cité, hein, The Tiger, et c'est une exergue qu'on retrouve également dans un de mes romans de science-fiction préférés qui s'appelle Terminus les étoiles de Alfred Bester. Bon, mais je vais lire le premier un extrait en fait, hein, du début de Arbre. C'est parti, c'est Alex Gester donc qui parle. Un arbre. Tu n'y es pas encore, mais tu reconnais cette forme familière entre toutes. Les arbres ne sont-ils pas les meilleurs amis des oiseaux ? Seulement, cet arbre-là est différent, unique, ne serait-ce que parce qu'il est seul dans cet endroit qui n'en compte aucun autre, en quelque direction que ce soit. C'est le plus seul des arbres, le plus inconnu aussi. Oh, bien sûr, toi tu le connais. Tu l'as déjà passé et picoré avant. Mais pourquoi t'en souviendrais-tu ? Serais-tu donc un cartographe ? Non, tu viens ici porté par le souffle, par l'inspiration, par l'appel. Un tremblement venu du bout du monde, plus frénétique encore que les battements de ton tout petit cœur. D'ailleurs, tu vois, tu n'es pas le seul. D'autres ailés frémissent à mesure que tu approches. Des vautours, des outardes, un grand aigle blanc. Ça se confirme ? Tu n'es ni un flamant rose, ni une cigogne. Tu es un charognard, et là sont tes semblables. Ici, autour de l'arbre, ils tournoient et caquettent. Ils disent « Sois le bienvenu ». J'aime beaucoup cet extrait
de l'introduction, on va dire, du roman d'Alex Gester. Je trouve ça précise un peu son style. Hein. Alors voilà, ça je l'ai pas précisé, hein, mais en gros, toute la thématique de l'arbre, notamment dans des textes sacrés hindous, la Bhagavad Gita, etc. Tous les écrits védiques, comme on dit. Hein, la thématique de l'arbre banyan, est très importante dans tout ce mysticisme hindou. Et Alex Gester, qui semble particulièrement érudit en la matière, utilise tous ces éléments-là pour venir enrichir son roman. Tout ça est extrêmement intéressant. Je vais vraiment pas tarder à me jeter sur les 3 tomes suivants, hein, des Contes du Soleil Noir. Ça se lit vite en plus, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Et bon, c'est à peu près sûr que je vous reparlerai d'Alex Gester et de son travail au cours de cette saison. On verra sous quelle forme et sous quelle modalité. Je vous en dirai plus quand ce sera un petit peu précisé. Voilà donc pour Arbre, le tome 2 des Contes du Soleil Noir, signé par Alex Gester. Et on termine l'émission en musique, comme le veut la tradition. La musique en question, c'est un groupe qu'on n'a pas écouté depuis fort longtemps ici même. C'est le groupe Sun, ou Sun-O.